Alors effectivement, je suis un biologiste de l'évolution. Ça veut dire que j'étudie quelque chose, un phénomène, l'évolution, le développement de la diversité des êtres vivants sur la planète et aussi des virus. Et j'étudie ça sur une grande période, me semble-t-il, sauf quand je suis dans un congrès d'astronomie où là je réalise que j'étudie en fait quelque chose d'extrêmement court, 3 milliards d'années au maximum, de très localisé sur la Terre, pas dans d'autres systèmes solaires, pas dans des exoplanètes. Et généralement, mon métier, ça consiste à me poser les questions suivantes. Quels sont les processus qui ont pu amener à toute cette diversité, les champignons, les baleines, les plantes? Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça particulièrement. Donc je vais être vraiment en dehors de ma zone de confort. Et quand je mentionnerai des connaissances d'astronomie, je serai tout à fait en dehors de ma zone de confort, donc je demande votre plus grande indulgence. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de microbiologie et aussi de découvertes scientifiques. Et en fait, je vais vous raconter deux choses. Comment, d'une part, la découverte de microbes qu'on ne connaissait pas a transformé nos connaissances sur l'évolution de l'histoire de la vie, comment ça a amené à un chamboulement, à réviser nos théories sur l'évolution, mais aussi à poser une question plus fondamentale qui est comment est-ce qu'on fait pour découvrir des nouveaux êtres vivants? Si demain, vous deviez aller quelque part, sur Terre ou ailleurs, et avec la mission d'identifier des nouvelles formes de vie, qu'est-ce que vous feriez? Donc on va réfléchir un petit peu à ça ce soir ensemble, mais ce qui me paraît intéressant à dire, pour commencer, c'est qu'en fait, tout le monde connaît les microbes. Ça, c'est pas ma fille, mais ma fille a une peluche microbe, et beaucoup d'enfants que je connais, parce qu'ils ont des collègues des parents microbiologistes peut-être, ont des peluches microbes, mais les microbes font vraiment partie et feront de plus en plus partie de nos vies. Les microbes, si on ne les connaît pas sous forme de peluche, on en connaît des produits dérivés qui les ont contribués à construire, à fermenter, à façonner. Ils nous aident à faire du fromage, ils nous aident à faire du saucisson. Donc on a ici une implication directe des microbes dans nos vies. Et puis, on a aussi l'idée que les microbes, on les a craints, on a des raisons de les craindre. Ils peuvent causer des épidémies terribles, donc ils peuvent avoir des effets à des échelles des civilisations entières. Et là, c'est une illustration qui reprend un livre de Jared Diamond qui dit il y a eu les armes, il y a eu les métaux, et puis il y a aussi les microbes qui ont joué un rôle considérable dans l'évolution de l'histoire humaine. Donc les microbes font partie de nos vies, et ça fait un certain temps qu'ils font partie de nos vies. Enfin, pas si longtemps que ça. Parce que finalement, l'histoire de la microbiologie commence presque avec l'histoire de l'astronomie quand, en 1610, Galilée a un télescope et qu'il a observé les lunes de Jupiter. Et là, ça a été quelque chose d'incroyable, mais ça, vous le savez mieux que moi. Il a vu qu'il y avait autour de Jupiter des objets qui tournaient autour de Jupiter au lieu de tourner autour de la Terre, donc tout ne tournait pas autour de la Terre, donc il y avait matière à faire une révolution des connaissances scientifiques en pointant un télescope vers le ciel et puis en observant ce qu'il y avait à voir là-haut. 9 ans après, il a un petit peu modifié son télescope. Je ne peux pas vous dire le détail de ce qu'il a fait. Je crois qu'il a inversé des lentilles, qu'il y avait 2 lentilles. Peut-être ça c'est inexact. Et en tous les cas, il a pointé son télescope modifié vers notre planète. Et il a vu qu'il y avait des tout petits objets. Et il n'a pas trouvé ça intéressant. Donc, quand il a regardé en haut, il a dit c'est super, je change les théories. Quand il a regardé les petites choses qui bougeaient, non, vraiment pas très excitant. Et c'est même ses amis qui, 6 ans après, ont donné un nom à ce télescope modifié qu'ils l'ont appelé microscope. Donc ce n'était pas pour lui quelque chose qui donnait matière à bouleverser les connaissances, alors que ce que je vais vous raconter précisément, c'est que la découverte des microbes, dans la discipline de la biologie évolutive, mais dans la biologie en général, amène à une révolution qui est colossale. Donc les suites, finalement, ça a été Robert Hooke. Apparemment, c'était un Anglais bossu de 30 ans qui a conçu un autre télescope, et avec cet autre télescope, qui est un petit peu plus développé que celui de Galilée, il a pu grossir de 20 fois ce qu'il regardait. Et là, il a vu, finalement, il n'a pas vu grand-chose, parce que grossir de 20 fois, ce n'est pas grossir énormément, mais c'était déjà un accès à tout un monde que personne n'avait jamais vu. Donc il a vu des petits animaux, il a peut-être vu, je ne sais pas ce qu'il a vu des choses qui étaient un peu plus petites que ce qu'on s'attendait à voir, mais ça l'a fasciné. Il a écrit un ouvrage qui a été assez populaire et qui a fait prendre conscience aux gens qu'il y avait un univers invisible qui pouvait devenir visible grâce au microscope. Et puis, 6 ans après,
il y a un Hollandais qui s'appelle Anton von Leeuwenhoek, qui n'était pas scientifique, qui a changé complètement la manière de fabriquer ces microscopes, et au lieu d'avoir 2 lentilles, il a mis une sphère à l'intérieur, et avec cette petite sphère qu'il a enchâssée à l'intérieur d'un tout petit châssis, qui était beaucoup plus petit que les autres microscopes, il a pu observer le monde infiniment petit. Et là, ça a été le choc pour lui, parce qu'il a vu qu'il y avait des microbes absolument partout. Mais qu'est-ce qu'il voyait vraiment, Leeuwenhoek, en fait? Il croyait qu'il voyait des petits animaux avec des petits estomacs, avec des petits cœurs, avec tout ce qu'il fallait pour faire des petits animaux, parce qu'à son époque, la connaissance qu'on avait du monde vivant, c'était qu'il y avait 2 grands groupes d'êtres vivants, des plantes et des animaux, et comme il voyait que ça bougeait, il s'est dit c'est des petits animaux, et il faisait des expériences, alors il se grattait la langue, et puis des fois il buvait son café avant, quand il avait bu son café, les petits animaux étaient morts, donc ils ne bougeaient plus parce qu'ils avaient été ébouillantés. Donc il avait plein de choses comme ça qu'il observait, et il a fait les premiers dessins de l'histoire de la microbiologie. On a donc ici, en termes de comment la découverte de cet univers a été faite, un progrès technique incontestable. C'est l'invention d'un microscope qui était particulier. Vous voyez, il est assez petit, son microscope, et qui a permis de découvrir des créatures qui vivaient sur la planète depuis des milliards d'années. Donc en gros, on les connaît depuis 300-400 ans, mais ça fait des milliards d'années qu'ils sont là. Et puis il y avait aussi sa capacité à appréhender l'inconnu. Il avait lu Hooke, il était ami avec Hooke, ils ont échangé ensemble, ils se sont épaulés l'un et l'autre, mais in fine, ces observations qu'il a faites sur le monde invisible, qui devenait visible, il les a rangées à l'intérieur de grandes catégories du monde vivant qui existait déjà. Donc pour lui, ce n'était pas un bouleversement, hormis le nombre, etc. Ça n'appelait pas à changer notre, par exemple, classification du vivant, notre connaissance fine de comment ranger les organismes. Et ce qui est assez important, c'est que alors que ces deux-là se sont beaucoup entraînés pour fasciner les gens sur ce qu'on pouvait voir du monde microbien, en fait, aucun d'entre eux n'a eu de successeur scientifique immédiat. Et il y a un grand spécialiste de l'étude de la diversité des microbes dans l'environnement, qui s'appelle Falkowski, c'est un Américain, qui dit qu'il faudra attendre encore 200 ans et des nouvelles méthodes pour que finalement on commence à comprendre l'importance de ce monde microbiologique. Bon, je pense que Falkowski exagère, il s'est passé des choses avant que 200 ans ne s'écoulent depuis Leeuwenhoek, mais c'est vrai que les gens n'ont pas pris à cette époque la mesure de cette découverte. Et finalement, c'est relativement récemment que le problème de la matière noire microbienne dont je vais vous parler aujourd'hui s'est posé. Elle s'est posée en des termes que Donald Rothschild n'aurait pas reniés, puisqu'il nous a dit, il y a un certain nombre d'années, quand il était secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis, il a dit, voilà, il y a des connus, il y a des choses que nous savons, que nous les savons. Il y a des inconnus connus, c'est-à-dire qu'il y a des choses dont nous savons maintenant que nous ne les connaissons pas, mais il y a aussi des inconnus inconnus. Ce sont des choses dont nous ne savons pas que nous ne les connaissons pas. Et chaque année, nous découvrons un petit peu plus de ces inconnus. Alors, mis plus scientifiquement, la question de la matière microbienne noire est la suivante. Existe-t-il dans la nature, sur la planète, des micro-organismes inconnus qui sont doués de propriétés différentes de celles qu'on associe pour le moment au reste du monde vivant? Autrement dit, des microbes inconnus qui ne ressemblent pas aux microbes connus. Et si on devait apprendre des choses à leur sujet, sur leur évolution, sur leurs propriétés, on serait surpris parce que ces choses-là n'entreraient pas bien dans nos théories. Donc en gros, on a deux positions extrêmes possibles. Soit ce qu'on connaît déjà du monde vivant, ce qui est symbolisé ici par l'éclairage qui illustre nos connaissances et qui montre bien qu'on connaît une partie du monde vivant, représente déjà une fraction significative de ce qu'on pourra découvrir par la suite. On a déjà identifié les grands groupes d'êtres vivants, on a déjà identifié les principaux modes d'évolution. Ou alors, on est dans un cas de figure assez différent où finalement, ce qu'on connaît aujourd'hui de la diversité du monde vivant ne représente qu'une toute petite portion de ce qu'il y a vraiment à découvrir, et en plus de ça, n'est pas si central que ça, et en plus de ça, n'est pas forcément représentatif. Qu'est-ce que je veux dire par là et pourquoi c'est important ? C'est important parce que nos inférences, nos connaissances, toutes nos théories, la théorie de l'évolution, ce qu'on apprend sur la microbiologie, ce qu'on apprend sur la zoologie, ce qu'on apprend en écologie, ce qu'on apprend sur les cycles du carbone, par exemple, et différents éléments sur la planète, tout cela, quand ça implique de la biologie, ça dépend d'une fraction des organismes, et c'est la fraction des organismes qu'on peut étudier en laboratoire. Pour les microbes, ça veut dire très concrètement qu'on les fait pousser dans des boîtes de pétri, comme celle-ci, ça fait des colonies, ça c'est des taches de millions et de millions de microbes qui poussent en laboratoire, et donc toutes nos connaissances sont fondées sur cet échantillon-là. Et la question qui se pose, c'est est-ce que cet échantillon est représentatif de tout ce qu'il y a dans l'environnement ?
Et d'entrée de jeu, on peut avoir un doute, parce qu'on sait que quand on va, par exemple, récolter de l'eau dans l'océan, qu'on compte avec un microscope le nombre de cellules qu'on voit dans cette petite goutte d'eau, et qu'on compte le nombre de micro-organismes qui arrivent à grandir dans une boîte de pétri, on voit en fait qu'il y en a moins de 1% qu'on arrive à cultiver en laboratoire. Ça veut dire que 99% des microbes dont on sait qu'ils sont dans l'environnement, on n'arrive pas à les élever en laboratoire. On dit qu'ils sont incultivables, et donc il y a une grande partie de leur biologie qui nous est tout simplement inconnue. Ça s'appelle la grande anomalie de comptage. C'est quelque chose de fondamental pour la microbiologie parce que ça nous dit, voilà, on a des connaissances, mais ces connaissances, il faudrait bien savoir qu'est-ce qu'elles valent. Pour vous convaincre que c'est quelque chose d'important, voilà un deuxième Donald. Nos connaissances sont fondées sur 1% des organismes qu'on peut cultiver. C'est très important, c'est un 1% essentiel parce que toutes nos théories reposent là-dessus. Mais ce n'est pas parce que c'est important que nécessairement c'est représentatif de tout ce qu'il y a autour. Donc il faut avoir conscience que la vérité scientifique d'aujourd'hui est peut-être une fake news, que demain, quand on aura cultivé davantage de micro-organismes, on s'apercevra que les théories qu'on a pour l'instant, que les connaissances qu'on a pour l'instant, seront amenées à évoluer. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, finalement, c'est un petit peu comment les microbiologistes sont allés à la recherche de microbes qui étaient cachés, comment ces microbes sont sortis de l'obscurité, donc ils sont passés de la matière noire qu'ils constituaient à une matière plus visible, et comment il reste certainement encore de la matière noire. Et on va faire ça par étapes. On va d'abord voir comment les biologistes ont cherché la vie dans des milieux extrêmes, on va voir comment ils ont cherché la vie sous des formes inattendues, et on va voir qu'en découvrant toujours davantage de microbes et de choses au sujet des microbes, ils ont découvert des processus dans lesquels ces microbes étaient impliqués qui ont des conséquences assez considérables. Mais au travers de cette histoire, ce que je vous raconterai aussi, c'est l'histoire des découvertes scientifiques. Est-ce que c'est facile de découvrir de l'inconnu? Est-ce que c'est facile d'inclure des organismes qu'on n'avait jamais vus, jamais pensés dans les théories en place? Et la réponse, c'est que c'est très difficile, et donc on verra ça dans l'exposé. Là maintenant, je fais un saut dans le temps, et je vais vous raconter comment on va chercher la vie dans les milieux extrêmes, en m'appuyant sur une connaissance particulière qui est la suivante. Vous voyez, ça c'est une cellule bactérienne, ça c'est une autre cellule bactérienne, ça c'est encore une autre cellule bactérienne. Elles n'ont pas toutes la même forme, elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés, mais elles ont toutes à l'intérieur une molécule qu'elles partagent en commun, que nous avons aussi, qui s'appelle l'ADN. Et cet ADN, c'est donc un élément qu'on peut comparer entre tous les êtres vivants sur la planète. Donc c'est bien pratique pour commencer à savoir qui ressemble à qui est parent de qui était là, qui n'était pas là. Qu'est-ce que c'est l'ADN plus précisément et quand a-t-il été découvert? Alors il a été découvert relativement récemment, en 1953, et pour être très schématique, c'est un grand texte avec 4 lettres, A, T, C, G, qui se répètent un très grand nombre de fois, et ces lettres-là portent une information, et par exemple on dit que dans l'ADN il y a différents gènes, et chaque gène, si vous voulez, est porteur d'une information. Alors nous, il y a environ 20 000 gènes qui sont dans notre ADN, et qui contribuent à faire les humains que nous sommes. Alors juste pour illustrer en quoi un gène porte des instructions, ou comment un gène peut être compris comme une instruction, ça, ce sont des illustrations de différents organismes dans lesquels on a artificiellement introduit un gène qui a l'instruction phosphorescer en vert. Donc, sous un éclairage particulier, quand on introduit le gène qui donne l'instruction phosphorescer en vert dans des bactéries, dans un hématode, dans une mouche, dans un lapin, dans des souris, il phosphoresce en vert. D'accord? Les gènes ont des instructions. Mais ils ont aussi autre chose qui intéresse les évolutionnistes. Dans ce texte-là, A, T, C, G, T, T, C, il y a des indices sur le passé. Et donc, il y a des indices sur l'évolution de la vie sur Terre. Il y a des indices en particulier sur les relations de parenté entre les formes de vie. Qui est parent de qui? Et ça s'inspire fortement, ce type de questionnement, de l'unique dessin que Darwin, qui est le fondateur de la théorie de l'évolution, avait fait dans son œuvre, qui s'appelait L'origine des espèces. Ce dessin-là, c'est finalement, si vous voulez, l'arbre des espèces, un arbre généalogique, et ça nous montre ici, dans le passé, des ancêtres, des formes de vie du passé, qui, au fur et à mesure du temps, divergent, dont les descendants deviennent de plus en plus différents des populations du passé, jusqu'à arriver aux espèces contemporaines actuelles. Et, une fois de temps en temps, il se passe un événement qui fait qu'il y a une lignée qui diverge dans une direction et une lignée qui diverge dans une autre direction. Et la manière dont les biologistes exploitent ce processus de divergence, eh bien, c'est le suivant. Ça leur permet de faire des groupes. Oh, tous ces organismes actuels se ressemblent beaucoup parce qu'ils ont en fait un dernier ancêtre commun, relativement proche, en tous les cas,
plus proche que l'ancêtre commun qu'il partage avec ces deux organismes-là. C'est vrai que ces trois-là ressemblent à ces deux-là, mais il faut remonter plus loin dans le temps pour leur trouver un dernier ancêtre commun. Avec cette structure-là, les biologistes ont pu commencer à classer tous les êtres vivants, les petits, les grands, le long de cet arbre, pour voir qui partageait un ancêtre avec qui. Et ils sont arrivés à la conclusion, sans les gènes, parce que les gènes n'avaient pas encore été découverts, qu'il y avait deux grands groupes d'êtres vivants. Ce n'étaient plus les animaux et les plantes. Les animaux et les plantes, c'était devenu deux tout petits groupes. C'était maintenant deux groupes qu'on appelait les prokaryotes d'une part et les eucaryotes d'une part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regardait une propriété, par exemple à partir des années 1930, qui était la présence d'une membrane, un noyau dans la cellule, un noyau qui entourait l'ADN. Quand il y avait un noyau, comme noyau se dit caryon, on parlait d'un eucaryote, et nous sommes tous des eucaryotes. Quand il n'y avait pas de noyau, on parlait de prokaryotes. C'était ça les deux grands groupes du vivant. Donc les biologistes, à un moment donné, ont classé les organismes, qu'ils soient petits ou grands, en deux grands groupes, prokaryotes et eucaryotes, et ça a donné ce type de représentation. Il y avait eu au début de l'histoire de la vie, il y a probablement plus de 3,5 milliards d'années, des premières cellules qui devaient ressembler à des prokaryotes. Et puis il y avait deux branches qui avaient divergé de ses ancêtres, une branche qui ressemblait aux différentes bactéries actuelles, et puis une branche au bout de laquelle nous nous trouvions avec les plantes, et puis avec beaucoup d'autres eucaryotes unicellulaires. Et ça, c'était l'image qu'on avait avant de demander aux gènes s'ils pouvaient nous raconter autre chose au sujet de l'évolution. Et il y a un monsieur majeur pour l'étude de la biologie qui s'appelle Carl Woese, qui a fait une expérience en 1977, et plus tard il a gagné l'équivalent du prix Nobel d'évolution pour ça, qui s'appelle le prix Crafoord. Il a demandé aux gènes de l'aider à classer les organismes qui portaient les gènes. C'est comme sur un pull ou sur un manteau, il y a écrit la provenance du manteau, made in China, made in France. Il a regardé à l'intérieur d'un marqueur particulier, d'un gène particulier, la provenance des organismes qui portaient ce gène. Et il a su décoder cette information, là où il y avait écrit TTT, C, TTA, TTTT. Lui, il a lu « Je suis une bactérie ». Et puis, il a fait ça pour beaucoup d'organismes, et il s'est aperçu qu'un certain nombre d'organismes, quand ils décodaient leurs lettres, ce qu'ils lisaient, ce n'était pas « Je suis une bactérie, je suis un eucaryote », il disait « Tu ne m'as jamais vu avant ». Là, c'était comme ça qu'il a fait une découverte majeure. Il a trouvé un troisième groupe, là où auparavant il n'y en avait que deux. Et ce troisième groupe lui semblait particulièrement important pour beaucoup de raisons. D'une part, ce groupe était plus proche de nous et des plantes que ce groupe-là, donc il pouvait être sur le chemin vers nos ancêtres. D'autre part, il était extrêmement ancien, donc ça faisait très longtemps qu'il y avait ce troisième groupe de microbes qu'on n'avait jamais caractérisé avant, qui existait sur la planète, probablement également 3,5 milliards d'années. Et donc, ce qu'il avait fait, c'était un tour de force, parce qu'en fait, il était passé d'un monde où il y avait deux grands groupes à un monde où il y avait trois grands groupes. Et pour faire une découverte, il a donc été amené à faire quelque chose de particulier. Il a créé une nouvelle boîte. Il a créé une boîte dans laquelle ranger ce nouveau groupe qu'il a appelé les archées, et il a cassé une ancienne boîte qui était la boîte des prokaryotes, qui est devenue deux boîtes, boîte des bactéries et boîte des archées. Si vous vous rappelez de Leeuwenhoek voyait des animalcules, il croyait voir des animaux. Quand il a vu les petites formes de vie, Leeuwenhoek, il n'a pas dit « je vais créer un nouveau groupe ». Il les a rangés dans un groupe qui existait déjà. Woese n'a pas fait la même chose, et cet arbre-là est devenu extrêmement important. Il est devenu extrêmement important à tel point que cette représentation de la classification du monde vivant est devenue obsolète, et on a commencé à enseigner qu'il y avait trois grands groupes principaux d'êtres vivants, dont deux grands groupes de microbes, dont un qui jusqu'à 1977 était inconnu. Alors ça ne s'est pas fait aussi simplement que ça. En fait, ça demande beaucoup d'efforts de convaincre une communauté entière qu'il faut changer sa classification. Si vous voulez, la classification, c'est la chose avec laquelle tout le monde a grandi, qu'on a appris à l'école, avec laquelle on est familière, et par conséquent, il fallait faire quelque chose pour, d'une certaine manière, contraindre les autres scientifiques à adhérer à sa vision de la classification. Et ce qu'a fait Woese, il ne l'a pas fait tout seul, c'est d'interdire aux gens, d'essayer d'interdire aux autres d'utiliser le mot prokaryote. La première classification qui existait avant lui. Il a dit, on n'aura plus le droit de dire le mot prokaryote, comme ça on sera obligé de dire bactéries et archées, comme ça les archées finiront par exister. Ça n'a pas particulièrement marché, personnellement je dis prokaryote très souvent, mais ça continue à influencer la manière dont nous rédigeons les articles. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé un phénomène qui est quand même remarquable, c'est qu'il y a eu la découverte de ce nouveau groupe,
parce qu'ils avaient un ADN différent dans un gène particulier. Mais il a fallu aussi convaincre le reste de la communauté. Et le reste de la communauté a été convaincu parce que des collègues prestigieux, Lynn Margulis, une des biologistes contemporaines les plus importantes, Ford Doolittle, un autre biologiste extrêmement important, appelaient l'armée de Woose, c'est-à-dire des collègues enthousiastes, des protégés, des admirateurs qui ont propagé cette classification du vivant. Alors c'était vraiment quelque chose d'important parce que finalement on commençait à faire des progrès vers la découverte des microbes qu'on ne connaissait pas. Voilà qu'il y avait un nouveau groupe, voilà qu'il y avait des archées, et il y avait même une méthode, il fallait faire parler les gènes, il fallait les comparer entre eux pour trouver qui était une archée, qui était une bactérie, et peut-être découvrir davantage de bactéries et davantage d'archées notamment. C'était une méthode qui permettait de lever le voile sur la matière noire microbienne puisqu'elle faisait apparaître des organismes qu'on n'avait pas singularisés préalablement. Mais c'était une méthode qui avait des angles morts, comme toutes les méthodes. Il y avait au moins 2 angles morts à l'époque de Woose. Le premier angle mort, c'est qu'on ne pouvait étudier les gènes que des microbes qu'on pouvait faire grandir en laboratoire. Et je vous ai dit, ça représente moins de 1% de la diversité. Le deuxième angle mort, c'est que pour comparer des textes, ATT, TTC, CCG, il faut que ces textes soient suffisamment ressemblants. S'ils sont trop différents, on n'arrive pas du tout à les comparer. C'est comme si on comparait du chinois avec de l'anglais, ce serait difficile de trouver les points communs. Donc s'il y a des organismes sur la planète qui ont des gènes extrêmement bizarres, extrêmement différents, avec cette méthode-là, on n'arrivera pas à les comparer aux autres organismes. Il y a eu, pour contourner le premier angle mort, des développements qui ont consisté à aller chercher l'ADN, les textes d'ADN, directement dans l'environnement. Ça s'appelle la métagénomique, mais on n'est pas obligé de retenir ce nom, et ça permettait de faire quelque chose d'extrêmement important. Alors que jusque-là, on pouvait comparer les micro-organismes qu'au travers de leurs gènes quand ils poussaient en laboratoire. On pouvait maintenant aller directement dans les environnements, ramasser les molécules d'ADN et leur demander « Bon, vous venez d'où? Vous êtes une bactérie? Vous êtes une archée? Vous êtes quoi ?» Et ça ne correspondait pas tout à fait au canon de la science tel qu'on la pratiquait. Parce qu'effectivement, il y a une approche relativement standard qui est inspirée de Karl Popper, qui consiste à dire « Voilà, le scientifique a des hypothèses, il va les tester avec ses données. » Donc quelque part, il sait ce qu'il va trouver. Soit il va rejeter une hypothèse en voyant les données, le scientifique, soit il va corroborer une hypothèse, mais en fait, il ne va pas être extraordinairement surpris. Il va approfondir de ce fait-là des connaissances en place. Par exemple, j'ai une séquence, es-tu une archée? Je rejette l'hypothèse, tu n'es pas une archée. Es-tu une archée? Je corrobore l'hypothèse, oui, tu es une archée. Et puis, il y a un deuxième type de science auquel la recherche dans l'environnement de nouveaux gènes invitait. C'est une science exploratoire. On n'avait pas d'hypothèse, on allait juste ramasser dans la nature et voir ce qu'on allait trouver. Ce type de science-là a été notamment bien expliqué et justifié par un philosophe de la biologie qui est extrêmement important, qui a eu un prix prestigieux cette année, qui s'appelle Dick Burian. Il a dit ça, c'est un travail de pionnier, parce que ça peut produire des connaissances tout à fait nouvelles. En fait, quand on va regarder dans les organismes qu'on peut cultiver et dans les organismes de l'environnement, il y a au moins 3 cas de figure possibles. Soit on va trouver les mêmes choses dans l'environnement et dans les tubes. Ah, ben c'est les mêmes gènes dans l'environnement, c'est les mêmes organismes dans l'environnement. Simplement, ils sont en plus grand nombre, donc on trouve dans l'environnement plus des mêmes choses, mais les mêmes choses fondamentalement. Ou alors, on peut trouver dans l'environnement des choses qu'on n'avait jamais vues dans les tubes, des choses vraiment nouvelles, auxquelles on serait bien en peine de donner un nom, qu'on aurait bien du mal à classer, dont on ne connaît pas les propriétés. Ou alors, on peut trouver les deux, les mêmes choses qu'on connaissait déjà, et aussi des choses vraiment nouvelles. Donc pour faire ce type de découverte, ce type d'approche exploratoire, vous voyez, il y a une logique très particulière qui est mise en œuvre, qui n'est pas forcément la plus simple à adopter quand on est un scientifique. D'une part, il faut développer des méthodes, ça c'est naturel, ça fait plaisir de développer des méthodes pour aller pêcher des gènes dans l'environnement, sans cultiver les organismes, mais d'autre part, il faut être extrêmement audacieux, parce qu'on se lance sans filet. Nouvelle méthode, on n'est pas sûr que ça va marcher, et on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. Donc vous imaginez, vous avez votre financement de chercheur, et vous dites, est-ce que je vais consacrer tout mon budget à aller faire quelque chose de tout à fait incroyable qui donnera presque rien? Donc il y a ici une logique qui dit « Ok, sus à l'imprévu ». Et c'est ce qu'un certain nombre de scientifiques ont fait. Ils sont allés explorer des environnements de plus en plus inhabituels. En fait, ils sont allés explorer des environnements qui avaient des caractéristiques extrêmes. Extrêmes en termes de température, en termes d'acidité, en termes de pression, en termes de radiation. Et là, il y a un paradoxe. Ces milieux étaient tellement extrêmes qu'ils étaient considérés a priori comme dépourvus de vie. C'est-à-dire qu'on partait d'une idée qui semblait totalement contre-intuitive. Comment faire pour trouver des nouveaux êtres vivants? On va aller là où on pense qu'il n'y a pas de vie.
Oui, mais alors ça risque d'être très casse-figure, parce que si effectivement il n'y a pas de vie, on aura dépensé tout son budget, on aura fait des voyages très loin dans des endroits très dangereux pour finalement à la fin rien trouver. Mais c'est parce que c'est contre-intuitif qu'en fait c'est une bonne idée pour trouver des choses nouvelles. Effectivement, aller dans ces milieux où personne n'était jamais allé pour explorer et trouver les organismes qui s'y trouvent a permis de mieux connaître les conditions de vie des microbes sur la planète. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de microbes qui étaient extrémophiles. Ils aimaient les conditions extrêmes. Donc ce qui s'est passé, c'est que par rapport aux organismes que Woose avait pu mettre dans son arbre, qui était devenu la référence, les petites archées ici en particulier, on a pu rajouter un très grand nombre d'organismes qu'on a connus, soit parce qu'on a réussi à les cultiver en allant les chercher dans ces environnements extrêmes, soit parce qu'on a connu leurs gènes dans ces environnements extrêmes. Et en fait, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait des organismes extrêmement improbables, des hyperthermophiles, des organismes qui ne vivaient que dans des milieux où il fait extrêmement chaud. Sinon, ils mourraient. S'il ne fait pas plus de 80 degrés, ils meurent. Des thermophiles, il ne fait pas plus de 60 degrés, ils meurent. Des psychrophiles, il faut qu'il fasse extrêmement froid, sinon ils ne vivent pas. Des halophiles, il faut beaucoup de sel, sinon ils sont malheureux, etc., etc. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en allant dans ces environnements improbables, les scientifiques ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des organismes qui avaient des propriétés qu'on n'aurait jamais pensé associer aux vivants. Vous voyez, ça représente où se situe la majorité des espèces connues en 2007 dans une revue sur la question, par rapport ici, par exemple, à deux axes. À quelle température vivent les êtres vivants? Quand on va dans ce sens-là, il fait de plus en plus chaud. À quelle acidité vivent les êtres vivants? Quand on va dans ce sens-là, c'est de plus en plus acide. La majorité des êtres vivants vont ici se trouver entre certaines températures, entre 20 et 60 degrés, un pH entre 5,5 et 8, la majorité du vivant se trouvait là. En allant dans l'environnement extrême, les biologistes ont trouvé des nouveaux organismes qui, eux, avaient des modes de vie qui leur convenaient, qui étaient en dehors de la boîte. Donc ils se sont aperçus que la biologie telle qu'on la connaissait majoritairement, ce n'était pas complet. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas majoritaire, mais ce n'était pas complet. Et au moment où cet homme-là fait sa revue pour recenser toutes les découvertes, il y a des nouvelles découvertes qui sont faites et elles tombent en dehors des axes qu'il avait prévus. Toutes les choses en rouge, il n'avait même pas pensé qu'on pouvait avoir des êtres vivants qui vivraient dans des conditions, par exemple, de température aussi élevée. Donc ce qu'on sait désormais, après un certain nombre d'années d'études de ces environnements, c'est que le vivant peut vivre jusqu'à 200 degrés, à moins 15 degrés, à des acidités considérables, à des niveaux également très basiques, sous des pressions extraordinairement élevées, par exemple dans les grands fonds sous-marins, sans oxygène, que des microbes peuvent survivre 20 à 40 millions d'années en dormance et être ressuscités sans problème, ou simplement réveillés en l'occurrence, qu'on peut envoyer des microbes 2 ans et demi dans l'espace et qui reviennent ensuite, ils se multiplient très bien sur la planète. Il y a même des microbes qui vivent à l'intérieur de cailloux, on les appelle les endolites, ils vivent dans des rochers. Et il y a des microbes actifs qui se portent extrêmement bien dans la stratosphère, à plus de 44 km de la surface de la Terre. Donc la vie microbienne était à des endroits où on ne l'attendait pas. Du coup, y a-t-il des endroits encore plus inattendus où on peut chercher la vie? C'est ce que les astrobiologistes, en partie certains, espèrent, que allons dans des milieux encore plus extrêmes, quittons la planète Terre, allons voir sur d'autres planètes, et pour le faire, mais je ne vais pas m'étendre parce qu'il y aura certainement des exposés là-dessus plus percutants que le mien, les astrobiologistes s'entraînent à voir des traces de vie dans des milieux extrêmes. Par exemple, comme il y a des microbes qui vivent très bien à des températures négatives, qui survivent pendant des durées extrêmement longues dans la glace, eh bien, ils étudient si ces microbes laissent des traces pour aller retrouver ces traces ailleurs, sur d'autres planètes, dans l'espace. Il me semble qu'une des découvertes qui a été faite néanmoins pour l'instant en termes de vie microbienne dans l'espace se situe sur la Station spatiale internationale, où il y a un grand nombre de microbes qui sont des microbes d'astronautes, qui viennent de la peau des astronautes. Il y a aussi des champignons. En fait, la station est un petit peu contaminée et elle n'est pas si facile que ça à nettoyer. Et donc, est en train de voler vers l'espace, en plus des astronautes, un certain nombre de bactéries d'astronautes qui seront peut-être contentes d'arriver là-bas. Ce qui fait que dans quelques années, si on arrive à faire des allers-retours ou aller étudier ce qu'il y a sur Mars, je suis curieux de savoir ce qu'on trouvera sur Mars comme forme de vie. Est-ce qu'il y aura effectivement des extrémophiles? Est-ce qu'il y aura des microbes d'astronautes qui seront bien contents de se trouver là? Ou est-ce qu'il n'y aura rien de vivant? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas du tout la réponse, évidemment. Mais revenons sur Terre et posons-nous une question simple. On a dit qu'il y avait une méthode qui permettait d'aller dans l'environnement, chercher des gènes étranges, chercher des créatures étranges, mais ces méthodes-là avaient-elles, elles aussi, des angles morts? Est-ce qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas voir par ces approches? Donc voilà l'approche, elle nous ouvre un chemin remarquable, on avance vers la découverte de nouveaux microbes, ils vivent dans des milieux tout à fait extrêmes, mais
Ces études-là ne sont pas faites n'importe comment. J'ai dit, on va dans l'environnement et on ramasse l'ADN. Mais comment on ramasse l'ADN? Il y a des règles pour faire ces échantillons, et donc on trie les échantillons. Je vais vous expliquer comment ça a une influence sur ce qu'on peut voir. Je vous ai dit qu'on allait interroger l'ADN, qu'on allait regarder dans des gènes. Mais quels gènes on va interroger pour savoir s'il y a des nouveaux microbes? N'importe quel gène pris au hasard ou certains gènes en particulier? Et puis je vous ai dit qu'il y avait peut-être des organismes qui avaient des textes ATT, TTC tellement originaux qu'ils ne ressemblaient à rien, qu'ils n'étaient pas faciles à comparer. Et donc il y a toujours ce défi-là. Comment faire quand ce qu'on ramène de l'environnement est trop différent de ce qu'on connaît pour l'inclure dans nos analyses? Donc la question des angles morts, c'est un peu la suivante. Est-ce que dans ces angles morts de ces approches qui cherchent de l'ADN dans l'environnement, il y a des formes de vie un peu inattendues qui sont cachées, un peu dérangeantes, un peu désagréables, mais qu'on sera content de trouver quand même? Et vous savez que les angles morts des méthodes, ça peut nous pousser à faire des conclusions en matière de sciences qui sont particulièrement trompeuses. Par exemple, pour l'instant, on dit qu'il y a 3 grands groupes d'êtres vivants. On dit qu'il y a des bactéries, on dit qu'il y a des archées, on dit qu'il y a des eucaryotes. Est-ce que c'est un effet de la manière dont on observe le monde vivant ou est-ce que c'est une réalité? Ça, c'est une diapositive que j'ai empruntée à un astronome qui décrit en quoi les planètes de notre système solaire sont uniques en termes de leur distance à leur étoile et puis de la masse planétaire, puis qui expose aussi comment les autres exoplanètes peuvent être caractérisées par différentes méthodes, le Doppler, je ne sais pas, plein de méthodes. Ce que cette diapositive pousserait à conclure naïvement, c'est que les planètes de notre système solaire sont tout à fait uniques, que notre système solaire n'est pas comme les autres, mais ce que disait cet astronome, c'est qu'en fait, c'est un effet des méthodes. Les méthodes ne peuvent pas regarder dans les autres systèmes planétaires comme elles peuvent regarder dans notre système solaire. La question qu'on a, c'est nous, quand on regarde dans l'environnement, nous les microbiologistes, est-ce qu'on regarde d'une manière qui nous pousse à voir que certaines choses et nous empêche de voir d'autres choses? En particulier, je vous ai dit, il faut aller à la pêche aux organismes, à la pêche à l'ADN. Pour pêcher, il faut des filets. Et on a des filets de différentes tailles qui vont permettre d'attraper différents types de micro-organismes ou d'organismes. Des filets à grosse maille qui vont laisser passer toutes les choses petites, mais qui vont retenir les choses suffisamment grandes. Des filets à maille très fine qui vont retenir des choses relativement petites, mais qui vont laisser passer des choses encore plus petites. Si on s'est trompé sur la taille des mailles, alors peut-être qu'on va laisser passer un certain nombre d'êtres vivants à des endroits où on n'est pas prêt à les observer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a 10 ans, par exemple, les microbiologistes auraient tous dit qu'il n'y a pas de bactéries de moins de 0,2 microns. Ça, c'est un cil coupé en 1000, l'épaisseur du cil coupé en 1000. Et ils auraient dit qu'il n'y a pas de virus de plus de 0,2 microns. Et donc, quand on filtrait les échantillons, on filtrait à 0,2 microns, on considérait, en faisant passer de l'eau, par exemple, de mer à travers un filtre, que ce qui sortait en dessous de 0,2 microns, c'était des virus. Et ce qui restait au-dessus, ça pouvait être des bactéries, des êtres vivants, mais qu'il n'y avait pas de bactéries qui allaient passer au travers des mailles de 0,2 microns, et qu'il n'y avait pas de virus qui allait rester au-dessus des mailles de 0,2 microns. Et évidemment, depuis, ont été découvertes des bactéries naines qui sont beaucoup plus petites que 0,2 microns, enfin d'ailleurs non, qui sont plus petites que 0,2 microns, et qui sont plus petites que des virus, mais également des virus géants, qui sont donc plus grands que des bactéries. Voilà 2 nouveaux types d'êtres évoluant sur la planète, les bactéries naines et les virus géants, et je prends que ici 2 exemples, mais je pourrais en prendre d'autres, qui viennent s'ajouter à ceux qu'on connaissait auparavant. Alors ces bactéries naines, elles sont tout à fait remarquables parce qu'elles permettent d'illustrer beaucoup de questions autour de la matière microbienne noire. D'une part, elles sont ultra petites. Elles ont une morphologie très particulière avec des poils. Elles n'avaient jamais été observées auparavant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles elles n'avaient jamais été observées. Première raison, elles ont très peu de gènes, et ces gènes sont très bizarres. Et en particulier, le gène que Woose utilisait pour ranger tous les êtres vivants est méconnaissable chez ces bactéries naines. Donc on ne pourrait jamais les attraper par les approches classiques. À l'intérieur de leur texte, elles ont un autre texte parasite. Au lieu qu'il y ait écrit « je suis une bactérie naine », il y a écrit « je suis une bactérie naine ». Et du coup, ça rend impossible de les détecter. Autre aspect de leur biologie qui est remarquable, parce qu'elles ont tellement peu d'instructions en elles, elles sont incapables de construire seules, ces bactéries naines, les éléments qui les constituent. Elles ont besoin de leurs voisins, elles ont besoin d'autres bactéries, elles ont besoin d'autres organismes pour pouvoir vivre. Elles sont dépendantes des autres formes de vie. Et donc, le co-découvreur de ces bactéries naines écrit « Une grande partie des bactéries et des modes de vie bactériens sont très différents de ce que nous pensions auparavant. Beaucoup d'aspects de la biologie ne peuvent pas se comprendre avec les méthodes actuelles. » Ça, c'était en 2015. Donc il y a 2 ans, on a découvert des bactéries naines qu'on n'a jamais vues, publiées dans un des journaux scientifiques les plus prestigieux, Nature, avec le titre « Une biologie inhabituelle » dans un groupe qui correspond à plus de 15% de toutes les bactéries qui avaient déjà été décrites. C'est embêtant, ça. Donc,
On était dans une situation comme ça, avec des archées, avec des bactéries, et on s'est aperçu qu'il y avait aussi des bactéries naines, des archées naines. Je ne vous parle pas des petits eucaryotes, il y a aussi des petits eucaryotes. Et on s'est aperçu que ces bactéries naines correspondaient à une grande diversité de lignées. Vous voyez la diversité des lignées de bactéries normales. Vous voyez la part que représentent les bactéries naines, c'est colossal. Vous voyez ici les archées qu'on connaissait et les archées naines qui se rajoutent. On a ici, depuis 2 ans, une proposition d'un arbre extraordinairement étendu avec des formes minuscules qui se trouvent partout sur la planète. Simplement, comme personne n'avait jamais regardé au travers de filtres aussi petits, on ne les avait jamais vus. Alors évidemment, si vous vous rappelez Loveneuk, ça n'a pas intéressé grand monde derrière lui. Si vous vous rappelez Woose, il a dû monter une armée pour pouvoir convaincre de ses résultats. Évidemment, quand on fait ce type de découverte, il y a des résistances qui ont lieu. Et ça, c'est par exemple le résumé d'une conférence qui a eu lieu aux États-Unis et qui faisait intervenir sur ce sujet de cet arbre du vivant étendu des professeurs de l'Académie des sciences nationales américaines, Norman Pace, qui est, avec Carl Woose, un de ceux qui a le plus développé les méthodes pour aller pêcher l'ADN dans l'environnement, et Fort Doolittle, qui est probablement le plus grand évolutionniste contemporain, et tous les deux débattaient de ce qu'il fallait penser au sujet de cet arbre. Et il y avait un étudiant qui était dans la salle, qui avait participé peut-être, je ne sais pas, à créer cet arbre, et il disait « Je n'ai vu aucune critique de cet arbre en public, ce qui, quand on voit la véhémence des discussions en privé, m'inquiète particulièrement. » Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe en réalité? Les scientifiques n'ont pas bien reçu cet arbre, et ils débattent de comment faire pour que cet arbre soit remplacé par un autre, et c'est normal, il y a toujours des résistances quand il y a des nouvelles découvertes. Les virologues ont fait une expérience un peu comparable quand ils ont découvert des virus géants. Les virus géants, certains ont proposé de les classer aux côtés des 3 grands groupes qu'on connaissait, les archées, les bactéries, les eucaryotes, de rajouter les virus géants et de se dire que peut-être ces virus géants avaient contribué à l'évolution des autres formes de vie. Ces virus géants étaient remarquables. Voilà la taille d'un petit virus, voilà la taille d'un virus géant, voilà la taille d'un virus moyen. Donc on voit qu'ils sont vraiment, vraiment beaucoup plus gros. Ils sont également poilus. Voilà en coupe le virus géant. Ils ont été découverts à Marseille dans l'équipe du professeur Didier Raoult. Et depuis, quand on cherche des gènes de virus géants, on en trouve partout sur la planète. De la même façon qu'on trouve des bactéries naines partout sur la planète. Ça, c'est remis en cause par personne. Et plus incroyable encore, à l'intérieur des virus géants, donc impensable, parce qu'il n'y avait pas de virus géants, on a trouvé des virus de ces virus géants. Ça, c'était un saut tout à fait quantique pour les évolutionnistes, parce qu'on savait que les cellules pouvaient être infectées par des virus, mais on ne connaissait pas de virus infectés par des virus. Et voilà que le virus géant, dont vous voyez le tour, est infecté par des petits virus qui sont à l'intérieur de lui. Et les petits virus font vraiment du mal aux grands virus géants. Donc on avait découvert, en plus de nouveaux virus, une catégorie entièrement nouvelle de créatures, des virus de virus. On avait aussi découvert qu'on pouvait très facilement ressusciter des virus géants qui avaient été congelés dans le permafrost depuis plus de 30 000 ans. Et donc ça inquiète un petit peu les scientifiques parce qu'ils se disent avec le réchauffement climatique, quand la glace va fondre, les microbes, les virus qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps vont très facilement revenir à la vie et on se demande ce qu'ils vont faire ici sur la planète. Donc finalement, il y avait découverte de virus géants, contestés par personne, mais question au sujet de savoir si ces virus devaient être considérés comme un 4e grand groupe ou s'ils devaient être traités à part, pas comme influant ou impactant la vie des autres organismes qui, eux, avaient des cellules et avaient des membranes, n'étaient pas des virus. Et donc, pour des biologistes particulièrement influents qui travaillent en France, aujourd'hui, il n'y a pas de preuve convaincante de l'existence d'un domaine de virus du vivant, ni d'une implication significative des virus dans l'origine des groupes de cellules. En gros, il propose de ne pas voir cette branche-là dans l'arbre, et beaucoup de gens sont probablement de cet avis. Mais, même si on ne sait pas comment classer ces virus géants, même si la position des bactéries naines, des archées naines est débattue, une chose est sûre, tout le monde reconnaît qu'il y a des virus géants, tout le monde reconnaît qu'il y a des virus de virus, tout le monde reconnaît qu'il y a des bactéries naines, tout le monde reconnaît qu'il y a des archées naines, elles n'étaient pas dans nos théories. Elles n'étaient pas dans nos théories de microbiologie, elles n'étaient pas dans nos théories d'évolution. Et donc le microbiologiste est un petit peu dans la même situation que le peintre qui va, pour rendre compte de la banquise, faire une jolie peinture de la banquise et qui s'aperçoit qu'il a oublié le blanc. On arrive, on a oublié les microbes. Donc voilà, nos images seront peut-être pas très représentatives. Alors je vous ai dit que les gènes codaient des instructions qui pouvaient faire beaucoup de choses, et je vous ai dit jusque-là comment on utilisait les gènes pour aller découvrir des nouveaux organismes. Mais on peut également découvrir sur la planète des gènes qu'on n'a jamais vus, des gènes inhabituels. C'est la diapositive la plus compliquée de mon exposé.
Donc je vous demande de la suivre celle-là avec attention. Pour comprendre comment on peut trouver des nouveaux gènes sur la planète, il faut comprendre une chose au sujet des gènes, c'est qu'il y a des familles de gènes. Pourquoi il y a des familles de gènes? Parce que dans le vivant, un gène, comme une feuille de papier, est copié, photocopié et donne naissance à un autre gène. Et au fur et à mesure que les gènes sont photocopiés, ça crée des nouvelles copies de gènes qui sont apparentées parce qu'elles proviennent tous d'une même copie ancestrale. Dans ce cas-là, on dit que c'est une famille qui venait de cette copie-là, c'est la famille de gènes numéro 1. Mais ce qui se passe une fois de temps à autre, c'est qu'il y a une erreur de photocopie. On appelle ça une mutation. Le texte ATTT devient ATTG. Et donc, apparaît dans la famille de gènes un nouveau membre qui est un peu bizarre. À la place d'un T, il a un G. Mais enfin, en comparant les textes, on peut quand même les reconnaître. Et donc, on peut dire que tous les gènes qui appartiennent à la même famille venaient d'une même copie de gène ancestrale. Simplement, certains d'entre eux se sont un peu modifiés lorsqu'ils ont été copiés. Il y a eu des erreurs qui sont mises dans le texte des gènes. Pourquoi c'est important? Parce que là, on peut utiliser cette propriété des familles de gènes pour voir si dans l'environnement, par rapport aux familles de gènes qu'on connaît, par rapport aux gènes qu'on a pu grouper en famille chez des organismes cultivés en laboratoire, par rapport aux gènes des champignons qu'on connaît, aux gènes des animaux qu'on connaît, aux gènes des bactéries qu'on connaît, est-ce que dans l'environnement, on trouve des gènes des mêmes familles, mais qui sont différents? Différents parce qu'il peut y avoir des mutations. Donc imaginez, ça c'est le gène qu'on connaît, le gène de référence, et puis on peut lire son texte « Je suis une bactérie ». Imaginez que dans la famille de gènes, il y a vraiment eu une erreur, et le B a été changé en V, puis il y a certains qui disent « Je suis une bactérie ». Si ça, c'est les gènes qu'on peut cultiver, et que là, c'est les gènes de l'environnement, peut-être que c'est très difficile, à cause des erreurs qui s'accumulent dans les gènes, de reconnaître que ce gène-là et ce gène-là appartiennent à la même famille. Le texte de ce gène-là, c'est « Je suis une vacherie », parce qu'il y a eu un autre changement. Un T est devenu un H. Mais si on ne peut pas reconnaître que directement ce gène-là appartient à la même famille que ce gène-là, grâce à un chaînon intermédiaire, on est capable de dire que ce gène-là ressemble à ce gène-là et que ce gène-là ressemble à ce gène connu. Et donc, en fait, ce que font les biologistes, c'est le chemin inverse. Ils partent des gènes connus et ils regardent si dans l'environnement, il y a des gènes qui leur ressemblent. Et quand ils ont trouvé des gènes dans l'environnement qui ressemblent aux gènes connus, ils regardent si ces gènes de l'environnement ressemblent à d'autres gènes de l'environnement qui n'étaient pas directement suffisamment similaires aux gènes connus. Ce que ça fait concrètement, c'est une chaîne. On a ici une chaîne avec comme point de départ un gène connu qui ressemble à un gène de l'environnement, qui ressemble à un autre gène de l'environnement, et cette chaîne-là, quand on la fait grandir, accroît la diversité de la famille de ce gène. Quand les biologistes font ça pour des familles de gènes, voilà ce qu'ils observent. Ils observent que pour un très grand nombre de familles, il y a des gènes qu'on connaissait. Par exemple, en jaune, c'est des gènes qui sont dans les archées qu'on peut cultiver en laboratoire. En vert, ce sont des gènes qui sont dans les bactéries qu'on peut cultiver en laboratoire. Et puis, ils découvrent en orange plein de gènes de l'environnement qui appartiennent à cette famille, qui appartiennent à cette autre famille. On ne sait absolument pas qui les porte. On ne sait rien sur eux, juste qu'ils sont bizarres. Il y a une deuxième manière de trouver des gènes bizarres dans l'environnement. Ce n'est pas simplement de trouver des membres bizarres d'une famille connue, c'est de trouver des familles de gènes qui ne ressemblent à rien du tout de connu. C'est-à-dire que ces gènes se ressemblent entre eux, mais que entre eux. Ils ne ressemblent à aucun autre gène qu'on a déjà vu dans une bactérie ou dans un microbe. Leur texte est incompréhensible, par exemple. Donc on sait qu'on ne les connaît pas, mais on sait qu'ils se ressemblent entre eux. Alors voilà le jeu auquel se livrent les microbiologistes qui veulent découvrir des nouveaux gènes dans l'environnement et peut-être des nouveaux porteurs de ces gènes. Vous vous rappelez que dans une bactérie, dans une cellule, il y a de l'ADN. Dans l'ADN, il y a un certain texte. Ce texte, c'est un gène et c'est une instruction. Quand on la connaît, il y a des gènes pour lesquels on ne sait absolument pas quelle est l'instruction qu'ils portent. Donc le gène qui fait phosphorescer en vert, on sait que quand on voit son texte, tiens, il y a le gène qui fait phosphorescer en vert, l'organisme pourrait phosphorescer en vert. Il y a des gènes pour lesquels on ne connaît pas quelle est la fonction codée. Mais on sait par exemple que quand il y a cet enchaînement précis de lettres, ATT, alors ça ressemble bigrement aux gènes de la cellule de bactérie Escherichia coli. Et donc, le jeu que font les biologistes, c'est d'aller collectionner tous les textes de l'environnement et de les comparer avec les textes des bactéries déjà connues, pour voir s'ils retrouvent une fonction déjà connue, pour voir s'ils retrouvent un porteur déjà connu. Je n'ai pas l'impression d'appuyer si fort, c'est embêtant. Donc il y a quatre cas de figure possibles pour les gènes. Soit les gènes appartiennent à des familles qu'on connaissait déjà dans des porteurs déjà connus, quand on prend des séquences de l'environnement. Ah, on a retrouvé ce qu'on connaissait déjà.
Soit les gènes appartiennent à des familles qu'on connaissait déjà, mais ils ne sont pas suffisamment semblables à des gènes de porteurs connus, donc ils sont dans des porteurs inconnus. Soit les gènes appartiennent à des familles qu'on n'a jamais vues et on ne les connaît pas et on ne sait pas à quoi ils servent. Malgré tout, ils ressemblent à des gènes dont on ignore la fonction dans des porteurs connus. Et puis il y a cette fameuse matière microbienne noire dont je vous parle depuis le début. Des gènes dont on ne sait absolument pas à quoi ils servent, pourquoi ils codent, ni qui les porte. Et donc le jeu qu'on a voulu faire, c'est de quantifier. On a voulu savoir s'il y avait plus de choses déjà connues ou plus de choses qui étaient franchement pas connues. Donc on a regardé par exemple les gènes qui sont à l'intérieur de l'intestin d'un lézard. Dans un lézard, il y a plein de bactéries, il y a plein d'archées, et il y a en fait plein d'inconnus. Il y a 25% des gènes, on est incapable de dire à quoi ils servent et incapable de dire qui les porte. On a regardé à l'échelle de la planète dans plus de 5 millions de gènes qui étaient échantillonnés sur les plages, dans les océans, sur les sols, et là on a trouvé qu'il y avait 46% des gènes, on est incapable de dire pourquoi ils codent et on ne sait absolument pas qui les porte. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus en termes de gènes. Ça fait des familles comme ça, qui sont au moins aussi compliquées que des familles de gènes connus dans des porteurs connus, sauf que pour ces familles-là, on ne sait pas qui les porte, on ne sait pas à quoi elles servent. Donc ça, c'est de la matière noire microbienne. Ce qui serait particulièrement intéressant, ce serait que ces gènes très bizarres appartiennent à des organismes très bizarres qui soient très anciens. Pourquoi ? Parce qu'on connaît déjà les bactéries, premier groupe, on connaît les archées, deuxième groupe, mais que se passerait-il si on découvrait des groupes encore plus profonds dans l'arbre ? Eh bien, en fait, on remonterait dans le temps, parce qu'on trouverait des lignées encore plus anciennes. Et comme on ne sait pas qui porte les gènes absolument inconnus, il n'est pas interdit d'imaginer que ces gènes inconnus soient dans des groupes eux-mêmes très bizarres, très anciens. Alors ça, pour l'analogie, c'est qu'on repousse les limites de la détection, on commence à détecter des choses qui sont au-delà de ce qu'on connaissait, difficilement détectables, mais détectables quand même. Et en astronomie, vous avez déjà détecté des objets au-delà de ce qui était connu. Par exemple, au-delà de Pluton, les objets transneptuniens. Apparemment, il y a plus de 1000 objets transneptuniens qui sont connus. Il y en a plus de 100 000 qui sont inférés et qui mesuraient plus de 100 km. Et la seule chose que je veux dire à ce sujet, c'est qu'en découvrant des nouveaux objets aux limites de détection et puis en étudiant leurs propriétés, on peut faire des hypothèses. Rejeté, pas rejeté, débattu, pas débattu. Par exemple, certains ont proposé, en regardant la résonance des orbites de ces objets transneptuniens, qu'il pourrait peut-être y avoir une 9e planète. Puis d'autres ont dit non, non, c'est absolument pas le cas. Le seul point que je veux faire valoir ici, c'est qu'en découvrant des nouveaux gènes très bizarres, on peut faire des hypothèses, non pas qu'il existe des nouvelles planètes, mais qu'il existe des nouveaux groupes d'êtres vivants, peut-être très anciens, et des travaux qu'on fait au laboratoire, à mon sens, vont dans ce sens. Alors évidemment, il y a des résistances, puisque c'est publié dans des revues qui sont tout à fait médiocres, ce ne sont pas les grandes revues que je vous ai présentées préalablement. Et c'est normal, parce que pour convaincre les gens qu'on a trouvé des bactéries vraiment bizarres, il faudrait les capturer. Pas juste capturer leurs gènes, mais capturer les bactéries. Et donc il y a des méthodes qui sont en train d'être développées qui s'appellent le séquençage de cellules individuelles, qui consiste à faire passer les cellules de l'environnement dans un dispositif qui les piège avec une goutte d'huile. Et une fois que ces cellules sont piégées, on regarde si elles ont un morceau de gène bizarre à l'intérieur. Et si elles ont un morceau de gène bizarre, ces cellules piégées dans une goutte d'huile, une par une, on peut étudier tout leur ADN, par exemple. Mais il y a autre chose qui se passe en termes de matière microbienne noire, sont les processus dans lesquels ces microbes sont impliqués. On a dit qu'il y a des nouveaux acteurs, il y a des bactéries naines, il y a des archées naines, il y a des virus géants, il y a peut-être des lignées mystérieuses. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, parmi les choses qu'ils font, ils échangent des informations, ils communiquent, ils sont en compétition, ils coopèrent, ils font beaucoup de choses. Et donc, progressivement, cette idée qu'on va étudier le monde microbien en essayant de ranger les microbes sur un arbre généalogique, est en train d'être remplacée, dans certains cas, par l'idée qu'on va étudier les microbes par leur rôle dans un réseau. Alors voilà 2 microbiologistes qui sont en train de débattre de la chose. Pour illustrer l'importance, ça c'est Mafalda, le microbiologiste, qui dit à Susanita, la microbiologiste, « Susanita, tu ne trouves pas que nous vivons dans un monde très compliqué ?» Elle répond « Non, pour moi tout est simple, c'est un monde de parents et d'enfants. Tous les habitants de la Terre sont les parents ou bien les enfants de quelqu'un, voilà tout. » Et puis ce microbiologiste-là s'en va en disant « Ah, mais moi j'aimerais bien savoir plus que qui est parent de qui, j'aimerais bien savoir comment tous ces microbes interagissent entre eux. » Et quand on se place dans cette perspective-là, on s'aperçoit qu'une des choses que les microbes font, c'est d'échanger de l'ADN entre eux. Ça s'appelle le transfert latéral de gènes. Une instruction d'un microbe passe dans un autre microbe. Alors ça, c'est très connu, par exemple, pour les résistances aux antibiotiques. Ça pose des problèmes de santé publique. Si une bactérie développe un gène qui lui permet de résister à un traitement antibiotique et que ce gène de résistance est transmis à une autre bactérie, d'autres bactéries deviennent résistantes.
Donc c'est pour ça que ce problème est un problème vraiment sérieux. Et donc ce que les microbiologistes ont découvert, c'est que les gènes des bactéries et des archées ont un très grand nombre de véhicules à leur disposition pour voyager d'une cellule à l'autre. Ils peuvent utiliser des voitures, ils peuvent utiliser des motos, ils peuvent utiliser des avions, ils peuvent utiliser des caravanes, des hélicoptères. Et ce qu'ils utilisent principalement sont des particules virales. Et il y a 10 à 100 fois plus de particules virales. Vous voyez, ça, c'est une particule virale, et puis ça, en vert, c'est une bactérie. 10 à 100 fois plus de virus que de bactéries, de microbes. Donc en fait, il y a la matière microbienne noire des cellules et il y a la matière microbienne noire des virus. Et vous voyez les cellules ici, elles sont au centre de ce qu'on appelle un réseau d'échangisme génétique. Les virus injectent de l'ADN dans les cellules, l'ADN circule entre les cellules, il sort, il rentre, alors avec des barrières, avec toutes proportions gardées, mais il y a beaucoup d'instructions qui circulent comme ça dans l'environnement. Et ça souligne que parmi les choses à découvrir au sujet du monde vivant, du monde microbien, il n'y a pas seulement des entités, mais il y a les relations entre ces entités, et qu'il y a une dimension collective de l'évolution dans le monde microbien. Les microbiologistes qui trouvent comment les microbes interagissent sont en train un petit peu de scier la branche des microbiologistes qui aimeraient bien ranger tous les microbes gentiment sur un arbre, parce qu'il y a plus à trouver qu'un arbre. Et notamment, parmi les choses frappantes qu'il y a à trouver, il y a le fait que certains microbes, et à mon avis, tous les microbes, ont besoin les uns des autres, sauf ceux qui poussent tout seuls dans nos tubes en laboratoire, sauf 1% de ceux qu'on arrive à cultiver. On l'a vu avec les bactéries naines, elles n'ont pas assez de gènes dans leur corps pour vivre seules, elles ont besoin de quelqu'un d'autre. Et donc, si vous avez une idée de la théorie de l'évolution qui sélectionne les plus fit, les plus adaptés d'une population, on pourrait penser que les plus adaptés sont optimalement adaptés, qui s'en sortiraient bien seuls. Or, ce qu'on a ici comme image, c'est plutôt que les bactéries, en termes d'instruction, sont incomplètes. Donc on aurait dans le monde microbien à découvrir, puisqu'on ne l'a pas encore cultivé, un grand nombre de bactéries partiellement handicapées quand elles sont seules, mais qui peuvent s'en sortir quand elles sont à plusieurs. Vous voyez, ça c'est l'aveugle et le paralytique. Alors l'aveugle, il peut marcher, le paralytique, il ne peut pas, mais il peut guider l'aveugle. Et là, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la reine noire, qui est de plus en plus populaire parmi les microbiologistes, qui dit que pour les microbes, c'est un peu la même chose. Les microbes pris seuls n'ont pas nécessairement toutes les fonctions qu'il leur suffit pour vivre, mais collectivement, eh bien, ils arrivent à s'en sortir extrêmement bien, mais ce qui ferait que le monde est rempli en partie de microbes qui sont partiellement handicapés. Donc ça change complètement l'idée qu'on se faisait de l'évolution. Un exemple de cet effet, par exemple publié dans la revue Nature, c'est une coopération entre deux types de microbes, des archées et des bactéries, qui peuvent vivre auprès des grands fumeurs noirs, alors que les lois de la thermodynamique nous montrent bien qu'individuellement, ni l'archée ni la bactérie ne peuvent vivre seuls. Donc c'était ce qui était résumé là. Une coopération métabolique permet à certains partenaires microbiens de vivre sur des sources de carbone de faible énergie qu'aucun des partenaires ne pourrait utiliser seul. Donc voilà. On a une dimension assez singulière quand on étudie l'évolution en regardant non pas les animaux, non pas les plantes, mais en regardant les microbes. Quand on regarde les microbes, on voit qu'il y a beaucoup de complémentarité. Alors ça, c'est Ford Doolittle, qui est donc, je vous ai dit, un des évolutionnistes les plus importants, et il raconte toujours cette histoire qui est une expérience de pensée. Il dit nos théories sont largement contingentes. On a développé la théorie de l'évolution sur le monde qu'on pouvait voir, les plantes, les animaux. Mais on s'aperçoit que les manières d'évoluer, plus en réseau chez les microbes, ne sont pas les mêmes que celles des plantes et des animaux. Qu'est-ce qui se serait passé si la théorie de l'évolution avait d'abord été développée sur des observations chez les microbes ? Et donc, il fait l'hypothèse de science-fiction, qu'on aurait une science très différente si on intégrait les connaissances sur les microbes dès le début de l'histoire de la théorie de l'évolution. Mais à ce sujet, les débats sont particulièrement vifs sur l'étendue des processus de complémentarité et de coopération. Mais une chose me semble relativement avérée, c'est que plus on va regarder dans l'environnement, plus on découvre de symbioses, ces associations entre différents types de microbes. Et il y en a une en particulier qui est tout à fait remarquable, parce que c'est une symbiose qui se serait passée il y a 2 milliards d'années et qui aurait donné naissance aux eucaryotes. Alors vous allez voir qu'on passe ici d'un schéma qui était un arbre à un schéma qui est un réseau, parce qu'une bactérie ancestrale et une archée ancestrale se sont rencontrées et auraient donné naissance aux eucaryotes. C'est, en termes de théorie, un bouleversement majeur, parce qu'on a appris à penser qu'il n'y avait que 3 groupes, les bactéries, les archées et les eucaryotes, et que ces groupes étaient cousins. Finalement, les eucaryotes étaient des cousins des archées, les eucaryotes et les archées étaient des cousins des bactéries. Et maintenant, en allant voir dans l'environnement, en découvrant certaines archées, en découvrant certaines bactéries, on a l'idée que les eucaryotes pourraient être les descendants, les fils d'une maman bactérie et d'un papa archée. Donc ce n'est pas du tout la même représentation, ce n'est pas du tout la même théorie. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Alors on a déjà une connaissance de ça indépendamment de l'environnement. Quand on regarde l'architecture de la cellule d'un eucaryote, il y a le noyau ici avec son ADN.
Et il y a ici en orange ce qui ressemble à des bactéries prisonnières. Ce sont les descendantes de la maman bactérie qui ont été prisonniers par un papa archébactérie, selon les théories. Mais ce qui a changé en allant regarder dans l'environnement, c'est qu'on a trouvé des autres descendants de ce papa archébactérie. Il a eu plusieurs enfants. Certains de ses enfants étaient des eucaryotes, d'autres de ses enfants étaient d'autres archébactéries. Et donc, avant de découvrir ce papa arché dans l'environnement, il y avait un des biologistes les plus prestigieux, qui s'appelle Eugene Koonin, qui est l'homme qui publie le plus d'articles scientifiques dans notre discipline à l'heure actuelle, qui envisage le prix Nobel, alors je ne sais pas s'il l'aura un jour, je ne crois pas, mais j'espère pour lui qu'il l'aura, qui nous disait en 2015 que la métagénomique allait pêcher l'ADN dans l'environnement et le séquençage de cellules individuelles, capturer les cellules dans une goutte d'huile, progresse rapidement et elles ont manifestement le potentiel de dévoiler l'insaisissable groupe ancestral des eucaryotes dans le cas où ses descendants archés auraient survécu jusqu'à ce jour. Ce que ça veut dire, en clair, c'est qu'il y avait un papa arché, il a fait des descendants eucaryotes, il a fait des descendants archés. Si on trouve ces descendants archés, on pourra voir qu'ils ressemblent aux eucaryotes parce qu'en fait, ils sont frères. Donc, la même année où il fait ce pronostic, quelques mois après, on trouve, publié dans Nature, une nouvelle type d'archée, des archées complexes, qui ferait un pont entre les prokaryotes et les eucaryotes, et elles vivent dans les grands fonds sous-marins. Donc, quelques mois après le pronostic qu'on pourrait trouver le papa arché des eucaryotes dans l'environnement, il est découvert. Alors du coup, Koonin écrit un autre article, parce qu'il publie extrêmement abondamment, extrêmement fréquemment, donc quelques mois après que le papa arché ait été découvert, et change complètement notre compréhension, parce qu'on a maintenant une maman bactérie, un papa arché, et ça fabrique des descendants eucaryotes, et c'est une chose qui était impossible à représenter avec les méthodes en arbre, il fallait des méthodes en réseau, parce que vous voyez, quand on a un arbre, on a forcément 3 branches. Donc soit on met l'eucaryote avec le papa ou la maman. Et alors, si on pense à l'eucaryote comme étant moi, papa, maman, c'est faux comme relation. Si on met moi, maman, papa, c'est faux. Si on met papa, maman, moi, c'est faux aussi. Parce que la seule chose qui est vraie, c'est maman et papa me fabriquent moi. Et donc, pour représenter ça, il faut quelque chose qui n'est pas un arbre, quelque chose qui a 2 racines. Et de la rencontre de ces 2 lignées émerge une 3e lignée. Ça, c'est l'inverse. Il y a une racine toujours, et puis les lignées ne font que diverger. Donc, qu'est-ce que nous dit Eugene Koonin, qui aura peut-être le prix Nobel? Il nous dit, voilà, on a maintenant une clarté nouvelle dans la compréhension d'un événement clé, l'apparition de la cellule eucaryote. Et ça appelle à réévaluer certains des concepts les plus généraux de la biologie. En premier lieu, la représentation de l'ensemble de l'histoire de la vie sous forme d'un seul arbre évolutif. Vous vous rappelez, c'était l'idée de Darwin. Ah oui, il dit. Une formidable idée qui remonte à la célèbre unique illustration de l'origine des espèces de Darwin. Ce scénario de l'apparition des eucaryotes par une symbiose rejette platement ce concept. Parce que sous ce scénario, un règne majeur du vivant, les eucaryotes ont émergé d'une manière non arborescente par la fusion de branches différentes et distantes de l'arbre. La seule interprétation de ce type d'analyse implique 2 domaines primaires, les bactéries et les archées. Vous avez vu, il y avait 2 domaines, les plantes, les animaux, après on a dit, non, il y en avait 2, les prokaryotes, les eucaryotes, non, il y en avait 3, les bactéries, les archées, les eucaryotes, ah non, il y en a 2, les bactéries et les archées. Les eucaryotes sont arrivés plus tard, ils n'étaient pas là au début, et ils descendent de maman bactérie et de papa arché. Alors évidemment, ce type de proposition rencontre des résistances, et maintenant, de façon contemporaine, il y a par exemple un article qui propose que non, vraiment, ils sont tous cousins, les eucaryotes sont bien cousins des archées, qui sont bien cousins des bactéries, comme Woose l'avait dit. Mais, quoi qu'il en soit, il me semble que gagne du terrain dans la littérature scientifique l'idée des interactions. L'idée que dans le monde microbien, il y a beaucoup d'échanges à découvrir, beaucoup de complémentarité, beaucoup d'influences, et que, en plus des organismes cellulaires qui peuvent être, s'ils veulent, cousins entre eux, et dérivés d'une première cellule, ou qui peuvent être maman et papa, en plus de ça, il y a également les interactions qu'ils ont avec les virus dont il faut rendre compte, et que du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, parce qu'on a découvert cette année que les virus parlaient. Ça, c'est extraordinaire. On a découvert le langage de communication des virus. De quoi parle-t-il ? Les virus, en fait, parlent au moyen de 3 molécules qui s'appellent l'arbitrium, et quand ils attaquent une proie bactérienne, ils ont le choix. Soit ils la tuent, soit ils se cachent dedans. Et bien, ce que les virus disent, en fonction de ce qui se passe dans la population, c'est on n'a plus assez de proie, on va entrer dans la bactérie sans la tuer. Voilà, ça c'était découvert cette année. Et puis on sait aussi que les microbes, dans leur totalité, virus et cellules confondues, construisent beaucoup de choses. On sait qu'ils construisent des fromages, on sait qu'ils construisent des saucissons, mais en fait, ils construisent bien plus que ça. Les microbes sont des vrais charpentiers du vivant. Ils sont en train de construire à peu près tout ce que vous voyez autour de vous.
On a longtemps pensé qu'il y avait deux mondes qui s'affrontaient, par exemple le monde humain, et puis les méchants microbes, et puis eux c'était les pathogènes, et puis nous on était les victimes, donc on luttait, on les attaquait avec des antibiotiques. Et ce qui est en train d'émerger des découvertes de la microbiologie, c'est qu'en fait ces deux mondes s'interpénètrent, que le monde des microbes façonne le monde des humains, et que le monde des humains façonne le monde des microbes. Alors les chiffres bougent un petit peu, mais les comptes à l'heure actuelle sont que si on énumère les cellules de notre corps et les cellules des microbes qui sont sur notre peau et à l'intérieur de notre corps, c'est du 1 pour 1. Ça veut dire qu'on est 50% humain en termes de cellules. On a une cellule bactérienne pour une cellule humaine. Ça fait de nous des drôles d'objets un petit peu particuliers. Et en termes de gènes, il y a beaucoup plus de gènes microbiens à l'intérieur et sur notre organisme que de gènes humains. Ça a donné lieu à une notion particulière qui est de dire que nous sommes un tout avec ces microbes qui s'appelle l'holobionte, un tout vivant, et les scientifiques sont en train d'essayer de comprendre que construisent les microbes à l'intérieur de ce tout. Et ils trouvent des choses incroyables. Les microbes contribuent à la reconstitution de nos os, ils contribuent à maintenir le sang à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, ils affectent notre comportement, notre anxiété, notre perception de la douleur. Donc il y a vraiment un rôle très important des microbes dans les propriétés humaines. Et donc la question devient la suivante. Il y avait un certain nombre de traits humains que j'engloberais dans ce cercle-là, dont on pensait qu'ils étaient humains, très humains, exclusivement humains. Et bien on s'aperçoit qu'une partie de ces traits humains sont en fait des traits qui sont construits ensemble, co-construits avec des traits de microbes. Les gènes des microbes et les gènes des humains fabriquent quelque chose à l'interface. On a toujours pensé que ce quelque chose c'était à nous, que c'était nos gènes qu'ils fabriquaient, notre psyché, notre comportement, nos os, mon corps. Mais en fait, c'est un travail collectif qui implique aussi des partenaires microbiens. Ça donne lieu à un débat extrêmement important qui est du coup de définir où s'arrêtent les frontières de ces holobiontes. Il y a bien sûr les gènes humains et le corps humain, il y a aussi des gènes de microbes et les microbes, mais où est-ce que ça s'arrête? Parce que les microbes, il y en a aussi dans l'environnement, alors où commence l'environnement? Où commence l'holobionte? Tout ça, c'est débattu. Et est-ce que l'holobionte a des traits tellement remarquables qu'ils ont été la cause de l'évolution, qu'ils ont été classés, triés par la sélection naturelle? Ça, c'est tous les débats en cours. Mais l'idée est la suivante. Ça devient extrêmement difficile de savoir combien d'individus je suis. Est-ce que je suis un humain? Est-ce que, en fait, l'individu est plus compliqué? C'est moi et des milliards de cellules? Ou est-ce que c'est moi et un ensemble de cellules qui coopèrent, qu'on appelle le microbiome? Là, cette idée pousse à réviser ce qu'on pensait des frontières de l'humanité, parce que clairement, si on ne sait pas quels traits sont strictement humains, codés par les gènes humains, mais dépendent de notre environnement, de nos interactions avec les autres, eh ben, on se remet en question, et c'est compliqué. Ce n'est pas exclusif du tout des humains. En fait, le monde animal, dans sa généralité, le monde végétal, est largement construit par l'influence des microbes. La métamorphose des invertébrés dépend des microbes. La formation des ovaires chez une guêpe dépend des microbes. L'axe antéro-postérieur, où est la tête, où est la queue, chez un nématode, dépend des microbes. Le fait d'avoir un intestin complet chez les souris dépend des microbes. Le fait de pouvoir briller dans le noir chez cette petite sèche dépend des microbes. Ça, c'est une histoire assez intéressante parce que c'est une sèche qui, en fait, concentre à l'intérieur d'une petite cavité dont on pense qu'elle est co-construite par les microbes et la sèche, des microbes. Et quand ces microbes sont concentrés, parce qu'ils sont concentrés, ils brillent. Et donc, cette sèche dispose de l'équivalent d'une lampe de poche et d'un rayon qu'elle peut pointer sur le sol du fond de la mer. Et elle le pointe sur son ombre. Et comme ça, son ombre disparaît. Et comme ça, quand elle se déplace la nuit, éclairée par la lune, elle efface son ombre et elle est invisible pour ses proies. Ça, c'est une propriété qui est fabriquée entre le microbe et la sèche. Les orchidées germinent grâce à leurs microbes. Le système immunitaire des vertébrés n'est complet et mature que quand il y a des microbes. Certaines hyènes indiquent leur statut social. Est-ce qu'elles sont dominantes? Est-ce qu'elles sont libres? Est-ce qu'elles sont prêtes à se reproduire grâce à des molécules odorantes qui sont sécrétées par les microbes qui caractérisent les propriétés sociale de la hyène dans la population de hyènes. Et puis, il y a certaines guêpes qui ne peuvent pas se reproduire entre elles parce que leurs microbes ne les laissent pas avoir des descendants fertiles. En revanche, si on met un antibiotique qui tue leurs microbes, alors 2 espèces de guêpes sont parfaitement fertiles. Donc, qu'est-ce que je dis ici? J'ai dit que le rôle des microbes comme constructeurs a beaucoup de conséquences, des conséquences philosophiques qui sommes-nous, des conséquences scientifiques aussi, parce que maintenant, pour étudier le développement des animaux ou le développement des plantes, il faut tenir compte des microbes, qui n'étaient ni des animaux ni des plantes. Donc il y a des nouvelles disciplines, des paradisciplines qui sont en train d'être introduites, par exemple une endocrinologie microbienne qui étudie les signaux des microbes
et comment ces signaux des microbes affectent le corps des animaux. Une microbiologie développementale qui étudie quel est le rôle de la présence des microbes dans le développement normal des animaux. Et pour étudier ensemble tout ce beau monde, il faut à la fois des conceptions d'écologie, d'évolution et de développement. Bref, des nouvelles disciplines sont en train d'apparaître au fur et à mesure que les microbes sortent de la matière noire. Et peut-être leur réalisation la plus complète, c'est de contribuer au cycle géochimique sur la planète. Ça, c'est Falkowski, dont je vous parlais au début, qui a écrit un livre « Comment les microbes ont rendu la Terre habitable ». Et ça représente simplement un réseau dans lequel chacun des nœuds est une espèce de microbe particulière et comment ils interagissent entre eux, piégeant ainsi ou pas le carbone dans un certain endroit des océans. La limite de cette représentation-là, c'est que ça n'inclut que des espèces de microbes connus. Donc on se demande bien, si on rajoute des microbes inconnus, comment on va découvrir des choses au sujet des cycles géochimiques. En conclusion, et j'ai tenu largement mon temps, existe-t-il des microbes inconnus, doués de propriétés différentes de celles qu'on associe pour le moment au monde vivant? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on est plutôt dans ce cas-là que dans ce cas-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de surprises. On a découvert des nouveaux éléments au sujet du monde microbien. On a découvert les bactéries naines, on a découvert les archénènes, on a découvert les virus géants, on a découvert les virus de virus. Et puis on a découvert des nouvelles relations au sujet du monde microbien, on a découvert des échanges, on a découvert le langage des virus, par exemple. On a découvert que les bactéries avaient besoin des autres pour vivre et qu'elles ne pouvaient pas vivre seules. Donc on est passé d'une situation où on avait un certain nombre d'agents connus qui entretenaient un certain nombre de relations connues, à une situation où, à ces agents connus, s'ajoutent des agents inconnus qui entretiennent des relations qui sont encore largement mystérieuses. Comment cette matière noire a-t-elle été révélée? Il a fallu penser en dehors des clous. Il a fallu, à un moment donné, aller dans des environnements hostiles où on pensait que la vie n'était peut-être pas. Donc il a fallu prendre des risques. Il a fallu prendre des risques scientifiques, adopter une méthode exploratoire, des risques humains, aller dans des endroits hostiles, des risques financiers, engager ses fonds de recherche pour peut-être ne rien trouver. Il a fallu développer des nouvelles méthodes qui permettaient la détection de nouvelles formes de vie. Il a fallu s'entraîner, s'habituer à voir de l'inconnu. Il a fallu déceler des anomalies. Par exemple, tiens, l'immense majorité des organismes, les microbes, ne poussent pas dans des boîtes de pétri en laboratoire. Pourquoi? Peut-être parce que l'immense majorité des microbes ont besoin de leurs voisins pour vivre. Il a fallu changer de perspective, il a fallu établir des analogies. Voilà des familles de gènes, c'est des vraies familles, elles sont grosses, elles sont conséquentes, elles ont beaucoup de membres, elles sont diversifiées, mais elles ressemblent à des familles, elles ont la même importance que des familles connues, sauf qu'on ne sait pas du tout ce qu'elles font. Il a fallu s'écarter du connu, il a fallu créer des nouveaux groupes. Tiens, on va inventer des archées, tiens, on va inventer des prokaryotes, tiens, on va inventer des bactéries naines pour pouvoir commencer à penser dans des termes qui n'étaient pas préalablement établis, et il a fallu convaincre. Parce qu'à chaque étape de cette histoire de la révélation de la matière microbienne noire, eh bien, on a eu des résistances, des obstacles. Il y avait des animalcules à l'époque de Noveneuc, et puis ensuite il y a eu 3 domaines du vivant, mais il a fallu pour cela aller au-delà des prokaryotes, et puis ensuite on s'est aperçu que le vivant ne se limitait pas aux conditions de vie relativement sages auxquelles on l'avait attendu, puis on a vu qu'il y avait des bactéries naines en changeant la taille des filtres, et puis on a vu qu'il y avait des virus géants, même si on n'est pas sûr d'où est-ce qu'ils se placent, on a vu qu'il y avait des familles de gènes qui ressemblent à absolument rien de connu, et on ne sait absolument pas qui les porte. On a vu qu'il y avait beaucoup d'échanges qui faisaient des réseaux, que certains de ces échanges avaient peut-être donné naissance à la première cellule eucaryote, et que certains de ces échanges impliquaient également des virus. Donc découvrir l'inconnu, ça a été, à toutes ces étapes, extrêmement difficile. Il fallait rendre l'invisible visible, rendre l'impensé pensable, et il fallait le faire accepter. Or, il n'y a pas de méthode type pour ces découvertes. À chaque fois, les scientifiques ont dû recourir à des approches qui n'étaient pas standards. Et donc, il fallait non seulement convaincre le reste de la communauté de la validité de leurs nouvelles méthodes, mais aussi de l'importance des résultats obtenus. Parce que pourquoi c'est important de regarder dans un microscope? C'est tellement mieux de regarder les étoiles, par exemple à l'époque de Galilée. Donc, je conclurai en disant, rappelez-vous de von Leeuwenhoek, il a fait une découverte extraordinaire, mais elle a été oubliée. Et donc, il y a un vrai risque, simplement, de façon tout à fait rationnelle, épistémologique, qu'une découverte extraordinaire soit oubliée, parce qu'il faut que cette découverte soit faite par des méthodes bizarres, que les gens soient convaincus de cette méthode bizarre, et qu'il y ait suffisamment de monde qui ait envie de défendre l'importance de ces résultats bizarres. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Si vous voulez en savoir plus sur comment les gènes circulent, il y a ce livre-là, Les gènes voyageurs entre les microbes. Si vous voulez en savoir plus comment les microbes construisent le monde, il y a ce livre-là, c'est un roman, Conflit intérieur, sur comment les microbes coopèrent et sont en compétition pour construire le monde. Je vous remercie.